Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence du jeudi 15 octobre consacrée au marché des grains. Xavier ici avec moi du Crédit Agricole SA abordera les fondamentaux des grains sur le blé, le maïs et le colza, que ce soit sur Euronext ou sur Chicago. Et de mon côté, je m'occuperai de la partie analyse technique, la partie également analyse des marchés financiers, que ce soit sur le Matif ou Euronext. Nous vous rappelons que tout au long de cette conférence, vous aurez bien évidemment la possibilité de poser vos questions sur le module chat et nous tenterons d'y répondre dans une seconde partie. Dans cette seconde partie également, vous aurez la possibilité de télécharger à ce moment-là la présentation ici présente devant vous. Je laisse la parole à Xavier et on va commencer sur la partie 1. Oui, bonjour à tous. Donc, on va vous proposer 4 points. Un premier point, bien entendu, de tenter de faire le point sur la situation en blé tendre. Donc sur les fondamentaux et Cédric sur la partie analyse technique. En second point, le complexe oléagineux, qu'en est-il? En troisième point, les perspectives en maïs, avec donc le début des récoltes, notamment sur la partie hémisphère nord, et nous terminerons par la conclusion. Alors que peut-on dire sur la conjoncture donc, du blé tendre à l'échelle mondiale quand on regarde bien entendu ce qui s'est passé notamment sur l'hémisphère nord, sachant que l'hémisphère sud pour le moment il ne s'agira que de projections. Concernant l'hémisphère nord, quelques enseignements avec donc davantage de précision au vu de la fin des récoltes, notamment en Russie. Et notamment, on va démarrer par la Russie qui, pour encore une fois, et ça fait maintenant pratiquement 5-6 ans qu'on met et on parle de la Russie, à travers le fait qu'elle devrait normalement faire une très très bonne production. Même s'il reste encore quelques blés de printemps à récolter dans la région sibérienne. Mais à ce jour, la fourchette est quand même encore un petit peu large, mais ça se précise pour faire en sorte que la Russie soit sur sa deuxième meilleure récolte après l'année 2017. Donc un record qui s'explique surtout par le fait qu'il y avait davantage de blé d'hiver que par rapport aux années précédentes, et puis des conditions climatiques ont été plutôt favorables. Donc ça, c'est le premier enseignement, je dirais, de cette première partie concernant l'hémisphère nord. Le deuxième élément, c'est bien entendu l'Europe, qui connaît, elle, par contre, une mauvaise récolte sur un bon nombre de pays européens, et en particulier la France, et j'y reviendrai bien entendu, en lien avec des mauvaises conditions climatiques, qui fait qu'on peut se poser la question sur le fait que le réchauffement climatique, il a plutôt des impacts négatifs sur cette zone-là, à la différence de ce qui s'est passé sur la Russie. Et puis on regarde maintenant quelles pourraient être les projections sur l'hémisphère sud. Deux enseignements. Premièrement, l'Australie. Alors l'Australie, c'est un petit peu loin de chez nous, mais l'Australie est un grand pays exportateur normalement, et c'est vrai que au regard de très bonnes conditions climatiques sur cette évolution du cycle végétatif, donc avec une bonne pluviométrie, à la différence des 4 dernières années, rappelez-vous, l'Australie était touchée particulièrement par des fortes sécheresses. C'est pas du tout le cas cette année, et donc les projections font que aujourd'hui, l'Australie devrait atteindre une production autour de 28 millions de tonnes, à comparer aux 15,2 millions de tonnes de l'année précédente, donc pratiquement le double. Donc pour le moment, effectivement, un potentiel important concernant l'Australie. L'autre information à suivre, et que nous suivons plus particulièrement, c'est l'Argentine. L'Argentine étant régulièrement un pays fournisseur aussi d'un de nos clients privilégiés qui est l'Algérie. L'Argentine, tous les regards sont posés sur cette zone sud-américaine en lien avec une sécheresse importante, et qui fait dire aujourd'hui que la projection en matière de production est revue quotidiennement à la baisse. CIC évoquait 19 millions de tonnes, mais depuis peu de temps, les organismes, les analystes sur cette zone-là commencent à évoquer une production autour de 17 millions de tonnes. Donc une réduction importante concernant ce qui peut se passer en Argentine. Alors en France, on va y passer un tout petit peu de temps. Effectivement, c'est au regard donc des derniers, en plus du dernier conseil spécialisé de France Agrimaire sur les céréales, qui a revu encore légèrement à la baisse la production, donc avec des volumes décevants autour de 29,17 millions de tonnes
à comparer aux 39,5 millions de tonnes de l'année 2019, qui 2019 était une deuxième année, meilleure année. Donc cette année récolte 2020 serait la troisième pire récolte depuis 2000, après 2003, 2016 et donc maintenant 2020. Donc les explications sont relativement simples. C'est bien entendu surtout des problématiques pendant le semis avec une pluviométrie trop importante qui n'ont pas permis à un certain nombre de producteurs de semer environ 600 000 hectares. Et ces 600 000 hectares se sont reportés bien entendu sur les cultures de printemps. Donc ça, c'était la période des semis. Et en plus, pendant le cours de la végétatif, en fait, le printemps a été particulièrement sec et lui a impacté les rendements avec un rendement moyen autour de 69 quintaux la tonne à comparer aux 71 quintaux sur la moyenne des 5 ans, sachant qu'il y a une forte hétérogénéité entre les régions au sein même des exploitations. Ce qui est un petit peu la nouveauté, c'est que sur une même exploitation, on peut avoir des rendements qui peuvent varier du simple au double. Donc l'effet climatique a été particulièrement impactant. Alors en matière de bonnes nouvelles, malgré tout, et ça c'est la petite différence qu'il y a avec l'année 2016. 2016 c'était la triple peine, très mauvais volume, très mauvaise qualité, et puis des prix particulièrement bas. Cette année, on a des très mauvais volumes, mais par contre on a une très très bonne qualité, avec pratiquement une teneur en protéines moyenne autour de 11,6%, donc ce qui est un bon niveau, d'autant plus que 56% des lots ont une teneur supérieure à ces 11,5%. Donc, et en prenant en compte les autres facteurs, indicateurs de la qualité des blés meuniers, en l'occurrence, on constate que pratiquement 81% sont en classe premium et supérieure, et donc globalement une qualité tout à fait apte à répondre à l'ensemble des besoins, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient à l'exportation. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, bien entendu, à intégrer. Alors quand on regarde maintenant les débouchés, quels pourraient être effectivement les débouchés par rapport à ces volumes un peu décevants, très décevants, et cette qualité plutôt bonne. Donc ce que vous avez sur le graphe en fait en haut à gauche, sous la ligne noire, vous avez en fait les besoins domestiques. Tout ça pour dire que effectivement depuis déjà un bon nombre d'années, on produit bien plus que nos propres besoins, d'où notre présence importante à l'exportation, qui est un débouché bien entendu. Et donc sur ces besoins domestiques, finalement très très peu d'évolution attendue. D'autant plus que quand on regarde l'année 2019, et malgré la période de Covid et la crise sanitaire, ça a eu finalement, au final, très très peu d'impact sur les volumes utilisés, au vu, encore une fois, du maintien de cette activité, notamment sur la consommation de produits basiques à partir de farine en particulier. Donc, peu d'évolution, un blé plutôt en début de campagne concurrencé par le maïs, notamment sur tout ce qui est la fabrication animale, mais au vu de la tendance des prix, on y reviendra, ça c'est peut-être en train de changer, mais effectivement en ce début de campagne, le blé était plutôt concurrencé par le maïs. Et puis autre élément important, c'est donc toute la partie exportation, et c'est vrai que les volumes décevants va impacter l'activité d'exportation, parce qu'on pense que le disponible exportable sera autour de 13 millions de tonnes, à comparer aux 21 millions de tonnes de la campagne précédente. 21 millions de tonnes, c'était quand même aussi une année record, malgré ce contexte de crise sanitaire sur lequel on a eu l'occasion d'exporter, notamment vers les pays tiers, de façon très très importante. Donc, activité d'exportation plutôt timide en démarrage, donc plutôt défavorisée en début de campagne par une parité euro-dollar qui n'était pas vraiment favorable à l'origine européenne et bien entendu au niveau France. Bien entendu, un niveau de compétitivité plutôt élevé et qui n'a pas permis à la France de pouvoir se positionner de façon correcte, d'autant plus qu'on a été particulièrement concurrencé par des États
par d'autres pays de l'Union européenne et en particulier les États baltes à travers la Lituanie et la Lettonie qui ont vraiment marqué les esprits et qui ont gagné en fait des parts de marché, en particulier vers des pays vers lesquels nous sommes habitués à exporter, et en particulier donc l'Algérie. Alors, à noter quand même une bonne présence, ce qui a maintenu effectivement malgré tout une activité à l'exportation vers la Chine. La Chine étant particulièrement aux achats, et nous le verrons un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, Xavier, pour collaborer les propos de Xavier, ce qui est important de noter, c'est qu'on a une faible production de blé en France, donc un disponible exportable beaucoup plus bas que la saison dernière. Sur le disponible exportable pays tiers, on sera vraisemblablement en dessous des 7 millions de tonnes. Ce qui veut dire également que sur la Chine, comme l'a dit Xavier, d'après les premiers chiffres et au rythme actuel, on pourrait exporter autour de 2 millions de tonnes en direction de la Chine. Donc derrière, il resterait autour de 4, maximum 5 millions de tonnes vers les destinations traditionnelles. Tout à fait. Alors maintenant, en termes de prix, et c'est vrai que quand on regarde quand même les fondamentaux entre ce qui s'est passé sur l'hémisphère nord et la perspective de l'hémisphère sud, on pourrait quand même se dire qu'on est plutôt sur un bilan lourd, à travers donc plutôt une production excédentaire par rapport à une consommation qui est celle qu'il sera. Il y a quand même pas mal d'incertitudes, toujours bien entendu, par rapport à la crise sanitaire en lien avec la Covid-19. Mais contre toute attente, effectivement, quand on regarde l'évolution des prix, eh bien, les prix sont plutôt, sur le court terme, sur une tendance très haussière. Quand on regarde donc l'évolution des prix rendus Rouen, donc prix physique, à la date du 14 octobre, on était à 200 euros la tonne, donc quand même des prix particulièrement élevés. Donc avec une balance et des jeux haussiers et baissiers, mais ces dernières semaines, ça a été plutôt des facteurs haussiers. J'en citerai quelques-uns. La liste est particulièrement longue, mais on pourrait citer quand même la sortie du rapport USDA qui, du jour au lendemain, revoit sensiblement l'état des stocks sur un certain nombre de matières premières, y compris sur le blé. Et rien que cette information a fait penser, a inquiété entre guillemets les analystes, et donc ça a joué plutôt favorablement à la hausse des prix. C'est aussi la prise en compte des semis pour la future récolte 2021, qui se passe pas forcément très bien, notamment en Russie, à travers donc un temps particulièrement sec qui permet pas au blé déjà implanté de lever correctement. Mais c'est aussi chez nous, au sein de l'Union européenne et donc bien entendu en France, mais pas là du coup par le temps trop sec, c'est surtout par rapport aux dernières pluies qui viennent gêner un petit peu les semis de façon correcte. Et puis deux autres éléments qui viennent apporter un soutien au prix, c'est la Chine qui est particulièrement aux achats et en particulier en blé, mais pas que. Et donc la position de la Chine sur la constitution peut-être effectivement de stocks stratégiques pour peut-être demain faire face à une pandémie ou à des crises sanitaires de longue durée font que la Chine est en position d'acheter pour assurer des stocks stratégiques. Et puis un dernier point, c'est certainement aussi la Russie qui cette année est plutôt en position de rétention de vente, notamment sur son blé, même si elle a besoin d'économie, même si elle a besoin de trésorerie pour pouvoir financer, bien entendu, la future récolte. La Russie a plutôt tendance aujourd'hui à vendre davantage de tournesol que le blé, et ça vient aussi, bien entendu, soutenir les prix. Alors Cédric, par rapport à ça, que peux-tu nous dire sur l'analyse technique par rapport à ces fondamentaux? Alors on va passer sur la technique. Avant de commencer sur l'analyse technique, je crois qu'il est important de rappeler, comme l'a dit Xavier, les catalyseurs. Donc, les catalyseurs, très rapidement, qui ont fait que les marchés ont progressé, les marchés des matières premières ont progressé durant, on va dire, globalement l'été et surtout ce dernier mois. Ce qui est important de signaler, c'est que globalement, il y en a trois catalyseurs principaux. On a tout d'abord des achats chinois importants, Xavier vient de le dire, on va passer rapidement dessus. On a un contexte météo dans lequel les craintes des opérateurs sont de plus en plus importantes. Un contexte météo, c'est-à-dire de la sécheresse sur la mer Noire, également sur l'Amérique du Nord, et donc le début des semis, par exemple, dans le Midwest sur les blés, est un peu compliqué. Alors ce sont des craintes, avec un peu d'eau, ça peut se dissiper et détendre un peu les marchés.
Ensuite, on a le focus des opérateurs sur deux zones, l'Australie, l'Amérique du Sud, on en a parlé également, et le phénomène de La Niña. La Niña, très rapidement, c'est le refroidissement de l'océan Pacifique, et donc du coup, ça peut apporter énormément de pluie sur novembre, décembre, janvier, février, donc sur la partie Asie, et notamment l'Australie, et une sécheresse accrue sur l'Amérique du Sud. Et donc là, on est aujourd'hui en train de surveiller les semis de blé et de soja, donc Brésil, Argentine. Donc tout ça, ça a également tendu les marchés. Et en plus de ça, on a la position des fonds, où les fonds des matières premières, les fonds US, sont revenus rechercher remettre des liquidités, reprendre des poches de liquidités, des equity ou d'autres sous-jacents financiers pour venir investir sur les matières premières. Et donc de ce fait, on a eu une position des fonds qui a remonté globalement énormément pendant l'été, on le verra après, ce qui fait que ça a tendu le marché, donc le marché a également progressé rapidement. Ici sur l'écran que vous avez devant vous, vous avez donc l'analyse du blé matif, où on voit que depuis notre dernière intervention, le contrat a progressé de plus de 20 euros, et donc ça fait plus de 11% de hausse. On a eu un point haut, la première résistance était à 202,25 identifiée lundi. Mardi, on a déjà clôturé au-dessus à 203, ce qui veut dire que globalement, entre les fondamentaux et la technique, cette tension pourrait se retrouver dans les cours et le marché pourrait aller chercher la zone clé des 205-208 euros. Donc bien évidemment, la météo sur la mer Noire est à surveiller et ça incite également, et une minute dessus, ça joue sur le comportement des agriculteurs en Russie. Deux choses, les agriculteurs en Russie ne vendent pas, il y a une rétention importante à cette période de l'année pour deux raisons. La difficulté donc, sur la mer Noire et la météo, et puis la baisse en fait du rouble. Donc globalement, ils gardent le blé, ils le stockent et c'est un peu leur monnaie d'échange. Donc avec un peu de pluie et peut-être un peu moins de rétention au fur et à mesure de l'avancée dans les prochaines semaines, peut-être que le prix pourrait éventuellement également se dégonfler un peu. Et très rapidement, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la récolte mer Noire en Russie, elle s'est faite beaucoup dans les régions plus éloignées des ports également. C'est-à-dire qu'également les prix intérieurs, donc de logistique intérieure pour ramener la marchandise des régions de la Volga ou du centre pour les ramener sur les ports, les principaux ports d'exportation, ça coûte aussi également de plus en plus cher. Donc tout ça, ça a également une tension sur les prix faibles. Donc l'analyse globalement, c'est-à-dire que le marché a encore une progression de 205 à 208 euros. Globalement, ce qu'on pourra voir, je vous le dirai après un peu plus tard, c'est que ça marque un petit peu les prix quand même, parce que les prix reviennent sur des plus hauts de 5 à 6 ans. On va passer pour la suite sur le Chicago. C'est juste la slide d'avant. Sur le wheat US. Donc depuis notre dernière intervention, c'est un peu la même chose. Le contrat a progressé d'1,20$, plus de 24% de hausse sur le 8 décembre. Et là, le contrat est revenu chercher le seuil clé et la zone de résistance de 6$ sur le contrat décembre 2020. Là, clairement, c'est l'attention sur le bilan USDA, c'est le retour aux achats des fonds, et c'est également aussi, puisqu'il y a une corrélation, une interconnexion plutôt des marchés entre le corn US de soja US, qui ont progressé énormément, et donc le blé a été également obligé de suivre la tendance haussière. Pour la suite, globalement, on va avoir plusieurs éléments qui vont pouvoir jouer un rôle clé sur la tendance du wheat. Déjà, le franchissement de la zone de 6$, sera vraiment un événement à suivre. En cas de franchissement de ce point, on pourrait aller revenir chercher la zone des 6,20$, voire 6,30$, qui était le point le plus haut depuis août 2018. Donc on va revenir sur des derniers plus hauts. Et puis, à l'inverse, on pourrait peut-être éventuellement consolider avec un peu d'incertitude sur les élections américaines qui approchent. Donc ça fera également suivre ce point, mais plutôt une tendance haussière sur les marchés en raison également des fondamentaux et de la technique. Je vous parlais des fonds, et ce qui est important sur la slide suivante que vous avez chez vous, c'est de voir la position des fonds très rapidement au 30 juin. Au 30 juin, donc là devant vous, c'est la position des fonds US, futurs plus options. C'est la position globale sur le blé, le maïs et le soja. Donc là, c'est toutes commodities confondues. Et ce que vous pouvez observer facilement, c'est qu'au 30 juin, ces fonds étaient donc vendeurs de 300 000 contrats. C'est le chiffre à retenir. Maintenant, si on met cette slide à jour, on prend donc la même photo, on actualise la position, et là, on est au 6 octobre 2020. Et on se rend compte que les fonds sont passés entre le 30 juin et le 6 octobre d'une position nette de moins 300 000 contrats à plus 600 000 contrats.
et ce en à peine plus de 3 mois. Donc c'est une position qui est énorme, et on revient sur quasiment les plus hauts depuis 2012. Et 2012, c'était quoi? C'était des prix qui étaient montés très haut en raison de la sécheresse en Russie et aux États-Unis. Donc on voit bien que au final, cette année est une année déjà un petit peu spéciale en termes de prix, et que cette tension se retrouve également par la position prise des fonds depuis tout l'été. Merci Cédric. Maintenant, on va aborder donc le complexe oléagineux. Donc, quand on fait un petit peu le même exercice donc par rapport à la map monde et sur l'ensemble des matières premières concernant les oléagineux, donc en particulier le soja, le colza et le tournesol et le palme, on est sur cette campagne 2020-2021 dans l'attente d'une production mondiale également importante, même si effectivement de plus en plus un certain nombre d'incertitudes se présentent. Cédric évoquait le phénomène de la Niña. C'est vrai que concernant toute la partie Amérique du Sud et donc sur le potentiel de production et la qualité de semis des soja futurs, il commence à y avoir quelques interrogations. Donc pour le moment, on va y aller, on va avancer prudemment, mais au final, en termes de projection, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait à nouveau une production a priori record sur l'ensemble des oléagineux, portée bien entendu principalement par le soja qui reste le moteur de la croissance de ce complexe. À noter aussi en matière donc de colza, sachant que l'hémisphère nord a également réalisé donc ces récoltes, qu'on est là plutôt sur un bilan plutôt tendu à l'échelle mondiale, avec même si au niveau donc du canola canadien on est légèrement supérieur par rapport à la récolte précédente, et qu'au niveau de l'Union européenne, nous sommes sur un même niveau de production par rapport également à l'année précédente. Alors, le marché des oléagineux, comme on l'a évoqué également pour le blé, il est aussi porté bien entendu par des importations massives et très importantes de la Chine, qui en lien avec finalement la reconstitution de son cheptel porcin suite à la fièvre porcine africaine, qui, selon les experts, se reconstitue de façon plus vite que prévu. Et donc la Chine est particulièrement aux achats, bien entendu, par rapport à la consommation, par rapport aux besoins et pour nourrir donc le cheptel porcin en l'occurrence. Donc la traduction de tout ça, même si globalement on pense qu'on sera sur des bilans également lourds sur la partie oléagineux, n'empêche qu'en termes de prix, et depuis donc la chute des prix suite à la période de confinement de ce début d'année sur l'ensemble de la planète, les prix ont quand même sensiblement, sont vraiment repartis particulièrement à la hausse, avec donc ces effets d'incertitude grandissantes, ce weather market sur lequel effectivement on n'y voit pas forcément, on y voit de moins en moins clair, et puis encore une fois surtout la position de la Chine qui fait quand même la pluie et le beau temps, et notamment sur le court terme. Sur le moyen terme, effectivement on peut se poser quelques interrogations. Alors bien entendu, le prix des graines montant, les huiles végétales suivent, notamment par rapport à l'utilisation de ces huiles, à la fois sur la demande de biodiesel qui, elle, a quand même été impactée, bien entendu, par la période de confinement et par le ralentissement économique, qui a finalement quand même un petit peu de mal à rebondir sur cette partie-là, mais le rebond, il se fait surtout, bien entendu, par rapport au renchérissement de la fraction protéique, en particulier, encore une fois, en lien avec ce qui a été évoqué par rapport à la position de la Chine en l'occurrence. Alors quand on regarde plus précisément ce qui s'est passé en France par rapport à la récolte de colza, même si les surfaces avaient finalement très peu évolué, les conditions climatiques durant tout le long du cycle végétatif du colza ont fait que les rendements ont été quand même impactés. Je ne reviens pas sur les difficultés d'implantation, au même titre que le blé, comme toute production culture d'hiver. Les attaques d'altise, également assez importantes au regard donc, de cette évolution, nous fait dire que la production tourne autour de 3,4 millions de tonnes, à comparer à la moyenne des 5 dernières années qui était de 4,8 millions de tonnes. Donc,
un constat malheureusement depuis plusieurs années qui est effectivement très négatif sur la culture de colza et on peut se poser effectivement des questions sur son avenir, sachant que le colza reste une tête d'assolement importante pour les agriculteurs, notamment dans un certain nombre de régions, là où il n'y a pas d'autres possibilités de faire d'autres cultures. D'autant plus que l'inquiétude porte bien entendu aussi sur les semis 2020 pour la récolte 2021. Et d'autant plus que en matière de prévision de surface, on devrait certainement être inférieur aux millions d'hectares, quand on était à 1,1 million pour la récolte 2020. Donc, des inquiétudes, un certain désarroi d'un certain nombre de producteurs, ce qui est normal, d'autant plus et accéléré par ces conditions climatiques difficiles et des impasses techniques liées à des suppressions de matières actives qui posent effectivement des grandes intégrations sur la culture de colza. Alors Cédric, sur l'analyse technique, sur le complexe oléagineux. Alors sur le colza sur le matif, aujourd'hui, depuis notre dernière intervention, le contrat a progressé d'à peu près 16 €, donc ce qui est énorme. On l'a vu, on ne va pas revenir dessus sur les catalyseurs qui peuvent expliquer cette hausse. Le contrat se traite proche de la zone des 395 € sur le colza novembre matif. L'objectif reste, avec toujours la partie weather qui inquiète, donc les craintes météo, plus la position des fonds, globalement une bonne tenue sur l'huile et puis des craintes sur également l'huile de palme avec un phénomène météo, la Niña, qui pourrait apporter énormément de pluie, voire trop de pluie. L'objectif reste donc de revenir sur la zone des 400 €. Sur le plan technique, le contrat reste globalement orienté sur une bonne tendance haussière. Ce sera seulement atteignable avec la bonne tenue du soja US. Et à ce moment-là, si on franchit la zone de 400 €, on pourrait faire une extension sur les plus hauts de janvier. Et à ce moment-là, ce serait un contrat qui pourrait revenir chercher la zone des 420, mais on n'y est pas encore. On voit que le contrat en ce moment a du mal à venir au-dessus de ce point. Le point d'attention également, ça sera l'évolution du cours du pétrole, bien évidemment, et des cours de l'huile de palme. Xavier vient de vous en parler. Sur le soja US, on voit également que depuis notre dernier rendez-vous en juin, le contrat a progressé de 2 $. C'est énorme, donc c'est plus de 25% de hausse. On est passé successivement de fin juin de 8,70 $ à 10,70 $ quasiment sur le contrat novembre. On voit que le contrat a donc validé successivement les seuils clés de 9 $ puis de 10 $ et qu'actuellement on est en train de venir se rapprocher du seuil clé de la résistance clé de 11 $. Je vous ai parlé de la position des fonds. On voit également que les prix semblent se diriger vers ceux de l'été 2016 où le soja alors avait évolué proche de la zone de 11,30 $. Donc ça, techniquement, la première résistance, ça reste 11 $. En cas de franchissement, 11,30 $ derrière en ligne de mire, probablement toujours avec des considérations, des craintes sur l'Amérique du Sud, donc grosse zone importante également pour le soja, et donc un contrat qui pourrait revenir et progresser sur ses plus hauts. En cas de baisse, on va dire que les premiers supports à suivre, ce sera le range entre 10,30 $, 10,15 $, et le marché pourrait consolider. En tout cas, avant de prendre une tendance plus claire, une tendance plus haussière, le marché va devoir marquer une pause et peut-être consolider pour ensuite construire une tendance encore plus haussière. Voilà. Merci Cédric. Qu'en est-il maintenant concernant le maïs? Donc le maïs, avec le regard de ce qui se passe sur l'hémisphère nord, qui a donc démarré ses récoltes sur un certain nombre de bassins de production, avec donc aussi effectivement des phénomènes climatiques qui ont eu des impacts ou qui auront des impacts plutôt négatifs ou plutôt incitent à avoir un certain nombre d'incertitudes en fait sur la réalité des récoltes, parce qu'au fur et à mesure que les récoltes ont lieu, on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques baisses, notamment en Ukraine, sur la zone mer Noire, donc particulièrement donc l'Ukraine, liée encore une fois avec le coup de sec de cet été et de ce début d'automne qui a été particulièrement important. Bien entendu, au sein de l'Union européenne et également en France, malgré le fait que sur l'Union européenne, les hausses des surfaces ont été significatives en lien avec la problématique des semis des cultures d'hiver, donc automne 2019. Et puis, deux autres informations. Aux États-Unis, qui
a été marqué également par une hausse des surfaces, mais également pendant un certain nombre de temps par une sécheresse importante et dans les dernières semaines des tempêtes qui ont certainement impacté le début de ces récoltes. Et d'ailleurs, l'USDA et l'ensemble des organismes revoient à la baisse le niveau de production, même si ça reste quand même bien supérieur pour le moment à la récolte 2019. Et puis à noter également, parce qu'on va beaucoup parler de la Chine, on a beaucoup parlé de la Chine et on va également en parler concernant le maïs. La Chine, qui est aussi un gros producteur de maïs, a été touchée par des intempéries, plutôt des fortes pluviométries à travers des typhons dans un certain nombre de régions qui normalement impactera bien entendu le niveau des récoltes. Globalement, donc, on est quand même sur également, comme les autres matières premières évoquées, a priori on se dirige vers un bilan relativement lourd, sauf que les incertitudes sont quand même croissantes et se traduisent effectivement par les prix. On y revient un tout petit peu après. Alors concernant la France, même si la récolte, bien entendu, est toujours en cours, elle n'est pas terminée, on doit être aujourd'hui autour de 40% des surfaces qui ont été récoltées. Et au regard de ce qu'a évoqué le dernier conseil spécialisé des céréales de France Agrimaire hier, la projection de cette production, l'estimation de cette production a été revue à la baisse. On est passé de 13 millions à 4 à 12,6 millions en l'espace d'un petit mois. Donc tout ça pour dire qu'effectivement les incidences climatiques ont fortement impacté les rendements et en particulier dans les zones où il n'y a pas l'irrigation. Donc ça c'est un point à noter. Donc il faut s'attendre à ce que la collecte soit effectivement en baisse de façon importante et encore une fois malgré la hausse importante des surfaces, plus de 130 000 hectares par rapport à l'année précédente, en lien, encore une fois, aux difficultés de semis des cultures d'hiver. À noter quand même, en termes de débouchés, que en termes d'utilisation intérieure, il y a un statu quo qu'on avait déjà évoqué par rapport au blé, qui est l'utilisation en début de campagne un peu plus importante de maïs concernant l'alimentation animale par rapport aux fabricants de ces mêmes fabrications d'alimentation animale, mais statu quo qui peut se poser aujourd'hui par rapport à l'évolution des prix qui est en forte augmentation et peut-être qu'à un moment donné le rapport de prix retombera plus favorable davantage au blé qu'au maïs, donc chose à suivre bien entendu. En matière d'exportation, effectivement, on a une certaine compétitivité aujourd'hui, notamment vers les autres pays de l'Union européenne, parce que nous exportons pratiquement pas vers les pays tiers, n'étant pas suffisamment compétitifs. Et donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, le Conseil spécialisé des céréales France Agrimaire a revu fortement à la baisse le niveau de stock fin de campagne, qui il y a un mois était autour de 3 millions de tonnes, et aujourd'hui, hier, il serait autour de 2,2 millions de tonnes, donc une révision assez importante en matière de stock fin de campagne concernant la France. En matière de prix, donc effectivement, on devrait être quand même, au vu de ces conditions climatiques, sur une production plutôt sur un bilan plutôt lourd, mais contre toute attente, encore une fois, l'évolution des prix font qu'à très court terme, on est plutôt sur des hausses très significatives. 182 € FOB Bordeaux au 14 octobre, et c'est peut-être pas terminé. Et il y a un certain nombre d'effets, encore une fois, qui permettent de soutenir ces prix, notamment à court terme. À nouveau, les achats massifs de la Chine, en lien avec la reconstitution, bien entendu, du cheptel porcin en particulier, qui va plus vite que prévu, avec certainement aussi des achats stratégiques, encore une fois, d'un certain nombre de pays, et puis de grosses incertitudes quand même. Donc ça, ce serait plutôt un effet baissier, mais sur l'évolution de la crise sanitaire qui peut impacter malgré tout la consommation. Alors Cédric, en matière d'analyse technique concernant le maïs. Alors, on va regarder ensemble la partie sur le maïs US, donc le corn US. Globalement, ce qu'il faut retenir, ce que disait Xavier, le bilan, il reste, on va pas dire lourd, on va dire confortable. Après, c'est souvent en fait l'appréciation des chiffres qui fait qu'on arrive à dégager une tendance dans le marché. Ce qui s'est passé sur le dernier rapport USDA du mois d'octobre,
C'est assez simple. C'est entre le mois de juin et le mois d'octobre. On est passé d'à peu près une production attendue autour de 400 millions de tonnes aux États-Unis fin juin à 375-376 millions de tonnes. C'est cette chute de la production en quelques mois qui est vraiment énorme, qui a fait que le marché a progressé. On a une chute de production de plus de 7%. On a un marché derrière qui progresse avec, bien évidemment, je vous en ai parlé, pardon, une position des fonds US importante sur le corn, une position longue. Donc, sur le plan technique, depuis notre dernière intervention, le contrat a progressé de 61 cents, c'est quasiment plus de 20% à la hausse sur le contrat décembre 2020. Techniquement, c'est à l'image du blé ou du soja, on est proche du seuil clé de 4 $. Et donc ce point reste encore à valider. On a des craintes toujours sur les semis-mer noirs, on a des craintes également sur l'Amérique du Sud. La situation en Amérique du Sud pourrait être le facteur clé, entre guillemets, de succès pour une hausse plus importante des cours. Ou alors, à l'inverse, en cas d'amélioration des conditions, on pourrait à ce moment-là avoir le facteur baissier et avec ça, dans ce cas, on pourrait revenir consolider dans la zone des 3,80 $. Donc on a une baisse qui est plutôt limitée. On a également une tendance haussière qui semble se dégager sur le plan technique. Sur le Matif, vous n'avez pas de graphique, j'en parle très rapidement. Le contrat novembre est en train de chercher la zone des 178 €. On a des prix FOB en Ukraine qui se maintiennent. Les prix FOB également en France, on l'a vu, Xavier vient d'en parler. Sur le plan technique, le maïs novembre, on peut aller chercher la zone des 180 et on voit toute la semaine, ça a été il y a eu une belle hausse cette semaine sur le maïs Matif. Et donc voilà, donc on voit bien que la tendance reste haussière sur le maïs également. Merci Cédric. Alors en conclusion de ce qu'on peut rapidement dire sur cette webconférence, donc concernant, même si les incertitudes, vous l'avez bien compris, elles sont encore effectivement très très fortes et encore un peu plus fortes les jours à venir en fonction de ces conditions climatiques, en fonction de ce weather market, on est quand même a priori sur des bilans plutôt abondants sur toutes les matières premières et que les prix effectivement sont plutôt en tendance haussière sur le court terme. Cédric y reviendra certainement, mais où la volatilité des prix est particulièrement forte avec donc ce climat d'incertitude qui est lié au climat, lié à la crise sanitaire et lié à des phénomènes et des événements futurs politiques qui viendront peut-être aussi apporter son grain de sel, je pense en particulier aux élections aux États-Unis. À noter quand même que effectivement un certain nombre de pays sont plutôt encore en achat sur la constitution de stocks sécuritaires et stratégiques, peut-être pour se prémunir d'une durabilité importante de cette crise sanitaire, au regard de ce que peut faire par exemple la Chine, on l'a déjà évoqué. Et enfin, effectivement, en France, être assez sensible sur le fait que la collecte, malgré tout, que ça soit en maïs, que ça soit pour toutes les matières premières, on est quand même sur une petite collecte et que ça peut effectivement rendre sensibles les organismes stockeurs en matière de rentabilité et de problématiques de logistique en particulier. Voilà Cédric. On va pouvoir passer du coup ensemble aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat. Pour rappel, on prévoit donc un nouveau format de cette webconférence et on vous donne déjà rendez-vous Xavier et moi-même pour le 11 février prochain. Donc on vous retrouvera à ce moment-là, on pourra faire déjà un premier bilan en campagne et puis déjà voir ce qui s'est passé sur l'Amérique du Sud et sur l'Australie notamment. Ok. Cédric, première question, quelles sont les perspectives du blé pour les 3 mois à venir ? Alors on l'a un peu abordé finalement par l'analyse technique, la tendance est plutôt haussière. En règle générale, sur le Matif, post-moisson, on a plutôt à avoir un écrasement des prix entre septembre et novembre et une légère tendance à la consolidation sur la fin de l'année. Là, ce qu'on peut observer, c'est que les prix sont élevés. N'ayons pas peur de le dire, on revient sur des prix au plus haut depuis 2012-2013. Donc au final, la tendance reste haussière, j'en ai parlé. Elle devrait se maintenir au moins jusqu'à la fin de l'année. Et derrière, quand on regarde et quand on prend un peu de recul sur la structure de prix, on voit qu'aujourd'hui, on peut marquer de la 2021, donc du décembre 2021, sur des prix qui sont globalement autour de 190, 193 €, voire plus. Et même, on voit dans les comportements aujourd'hui des opérateurs, on vient marquer un petit peu de la 2022 déjà. Donc ça veut dire qu'un certain nombre d'opérateurs prennent des positions sur des longues échéances. Exactement, en fait. De plus en plus, et sur des échéances de plus en plus longues en raison de la structure des prix. D'accord.
Autre question, donc il y en a pas mal. Au regard de la récolte 2020, est-ce que nous constatons un impact sur les marchés à terme en positionnement des céréaliers, Cédric? Eh ben, on vient d'y répondre. On vient d'y répondre à l'instant. Au final, on voit que les opérateurs commencent à prendre des positions sur des échéances de plus en plus lointaines, et que ce soit sur le blé et le colza, un peu moins le maïs, parce qu'il y a un peu moins de liquidité, on va dire, sur Euronext. Mais on voit bien que sur ces deux contrats, blé et colza, on a des positions de plus en plus lointaines en raison de la structure de prix. Donc ça, c'est clairement aujourd'hui des prix à la hausse, des comportements qui évoluent et on marque beaucoup plus loin. Et si j'ai bien compris également, c'est que concernant ces opérateurs, ce sont aussi des agriculteurs Tout à fait. qui prennent ces Il y positions. a également sur des le long agriculteurs, terme. parce que Cassis travaille en direct également avec quelques agriculteurs. Et donc, du coup, même beaucoup d'agriculteurs. Et donc, au final, on voit que ces agriculteurs viennent chercher de la couverture sur des échéances lointaines. D'accord, merci Cédric. Une autre question. Quel est l'impact du résultat de l'élection américaine sur le comportement des financiers? Alors ça, c'est une bonne question. Alors globalement, si on peut prendre une minute et demie sur ça, c'est ce qui va impacter, on va dire, les marchés financiers, c'est peu importe entre guillemets les résultats, que ce soit Trump ou Biden, globalement, ça j'y reviendrai après, mais ça va être le choix du candidat, ça va être l'incertitude du scrutin. Si on arrive comme une élection en 2000, Al Gore avec 6 semaines, à peu près 6 à 7 semaines d'incertitude sur l'issue du vote, à ce moment-là, les marchés financiers vont être dans les craintes, vont être dans l'incertitude, et ça, globalement, ils n'aiment pas. À cette époque-là, le S&P 500 avait perdu à peu près 12%. D'après les analystes, quand on lit les notes d'analyse d'UBS ou de Goldman Sachs, si le scénario se répète, le S&P 500 pourrait reculer de 5 à 6%. Au-delà de ça, c'est le programme des deux candidats qui sont totalement et diamétralement opposés, sauf sur un élément, et j'y reviendrai après. En résumé, Joe Biden, ça va être plus de réglementation et éventuellement plus axé sur les augmentations d'impôts, notamment l'impôt des sociétés. Pour rappel, l'administration Trump avait baissé l'impôt des sociétés de 35% à 21%. Joe Biden voudrait le faire monter à 28%. Plus de réglementation, également politique, notamment sur l'industrie pétrolière et le changement en fait sur la green economy. Et donc ça voudrait dire que peut-être que derrière on aurait éventuellement plus de coûts et donc ça les économistes pensent qu'on pourrait avoir peut-être une légère baisse des marchés à l'issue du scrutin, mais étant donné qu'il veut mettre en place un plan de relance important pour l'économie de plusieurs milliards de dollars, à ce moment-là ça pourrait également soutenir les indices. Donc on voit bien que l'incertitude demeure. Ce qui sera vraiment important, et là je vous le répète, ça sera l'issue du scrutin. S'il y a une incertitude sur plusieurs semaines, à ce moment-là, les marchés financiers pourraient être pénalisés. Et une baisse des equities, ça pourrait être également un retour de liquidité vers les commodities. Donc ça pourrait peut-être également soutenir les marchés des matières premières. Merci Cédric. Alors, pourquoi la Chine achète autant de stocks de maïs et de soja en ce moment? Ont-ils la capacité de consommer ce volume ou le font-ils pour un certain moment pour les revendre? Alors, on a un petit peu répondu à la question. Hein. Pour le moment, la Chine, effectivement, est aux achats pour surtout assurer la consommation intérieure, hein, à travers notamment un certain nombre de matières premières pour accompagner la reconstitution du cheptel porcin qui a été vraiment décimé suite à la fièvre porcine africaine. On est en plein dedans. Et en plus, ça va un petit peu plus vite que prévu, et donc ce qui justifie effectivement le fait que la Chine soit particulièrement aux achats. Je pense qu'il y a un deuxième élément, on l'avait déjà un petit peu évoqué, mais c'est aussi très probablement la constitution de stocks stratégiques pour garantir une sécurité alimentaire pour l'immensité de son peuple. Je ne vois pas effectivement le fait de le faire avec comme objectif derrière de les revendre. À ma connaissance, la Chine n'est pas un pays exportateur, d'autant plus que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a quand même toujours beaucoup de doutes sur sur les réels volumes stockés au vu de l'immensité de ces volumes quand on regarde les différents rapports, notamment du rapport de l'USDA. On est bien tous dans la capacité de vérifier effectivement la pertinence de ces informations-là. Cela dit, c'est souvent malgré tout ces informations-là qui sont intégrées par l'ensemble des analystes et qui peuvent impacter bien entendu l'évolution des prix. Donc indépendamment de ce sujet-là, très honnêtement, je pense que la Chine n'aura pas un statut à court ou moyen terme d'exportation de ces matières premières. C'est surtout pour répondre à l'immensité de leurs besoins.
D'autant plus qu'on voit qu'ils sont plutôt à aujourd'hui sortis de la crise sanitaire. Hein. L'économie est repartie quand même de façon très importante et a besoin effectivement de reconstituer effectivement et d'avoir besoin donc de l'ensemble de ces matières premières pour accompagner ce redéveloppement. Et d'ailleurs, sur ce point sur la Chine, pour compléter en lien avec les élections américaines, très rapidement, en gros, et Joe Biden et Donald Trump, de toute façon, s'accordent sur un point, c'est que la Chine traite mal les États-Unis. Ça, là-dessus, ils sont d'accord. Et donc, du coup, l'accord commercial avec les Chinois, la guerre commerciale ne sera pas pour autant finie. Donc, on aura encore une partie d'incertitude sur cet aspect. Cédric, peut-être la dernière question. Une stratégie d'achat d'options n'est-elle pas souhaitable? Question compliquée. Alors, globalement, aujourd'hui, si vous voulez acheter on va dire des puts ou des calls, les puts avec un marché qui monte, globalement, on ne sait pas les payer très cher. Au final, donc dans ce contexte, ça peut être éventuellement intéressant à suivre. Si vous voulez être plutôt acheteur de call, et là, ça dépend de votre stratégie, votre cadre de gestion. Ici, tout de suite, maintenant, en direct, c'est compliqué de savoir ce que vous voulez faire. Forcément, vous allez payer plus cher. La volatilité, globalement, augmente sur les marchés à terre. Et donc, du coup, votre call également, le prix de votre call augmente, le prix de votre option augmente. Il y a une question importante, très rapide, c'était sur que pensez-vous d'une possible mise en place de ban russe? Alors, à hier, de ce qu'on entendait sur les marchés, c'est que il y a des discussions en Russie pour remettre en place des quotas d'exportation à partir de janvier jusqu'à juin 2021. Donc ça, c'est un point qui sera à surveiller dans les prochains jours. D'accord. Sachant que leur disponible exportable, au vu de leur récolte, doit tourner autour de 37-38 millions de tonnes, donc ce qui reste quand même important. Voilà. Merci à tous. La webconférence est terminée, Cédric. Et on vous donne rendez-vous du coup le 11 février prochain pour une nouvelle webconférence. Et bon, vous avez bien entendu la possibilité de télécharger la présentation qui vient de vous être faite. Et on vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.